Bonjour à tous, bienvenue. Je vais être le modérateur de cette table ronde et de la suivante. Le modérateur, c'est celui qui donne la parole, donc vous n'allez pas m'entendre parler beaucoup, mais j'espère que vous serez bien attentifs et que je ne vais pas trop écorcher les noms de nos intervenants. On va commencer tout de suite par Nicolas Fauchère. Merci, monsieur le modérateur. L'histoire de Marseille et de l'État est une histoire violente. Marseille a toujours tourné le dos à la France. Cette histoire passe par des moments d'épiques de violence que sont la terreur révolutionnaire, que sont l'occupation allemande dans le quartier du Panier. La relation entre le roi et Marseille est passée par 3 phases. Une phase encore assez douce, qui est la phase François Ier, qui se contente d'occuper discrètement le château d'If, qui est donc le passage obligé de tout le commerce maritime qui rentre dans la ville, et le fort Notre-Dame-de-la-Garde, qui est caché aujourd'hui sous la discrète basilique qui la coiffe. Mais à la suite de François Ier, Henri IV avait lui-même verrouillé les 2 îles du Frioul, Ratonneau et Pomègue, par 2 propylées monumentaux qui marquaient l'entrée de cette passe utile qui menait au Vieux-Port, puisqu'il y avait une obligation de passer par le Frioul pour entrer dans le Vieux-Port. Et donc, l'histoire de Citadelle de Louis XIV, c'est vraiment le moment du pic de la violence d'État contre la ville, parce que la ville a molesté les officiers du roi dans la période de violence frondeuse contre Mazarin. Et donc cette normalisation va passer par la construction donc de 2 citadelles qui verrouillent la bouche du Vieux-Port et qui ne sont pas tournées contre la mer, mais uniquement contre la ville, par la construction d'un arsenal de galères avec une churme aux frais de la ville, et par la construction d'une grande enceinte urbaine. Donc les forts sont construits donc d'abord, vous voyez le fort Saint-Nicolas sur la rive opposée à la ville, et le fort Saint-Jean sur la rive du côté du Panier, sur la rive nord. La chronologie, vous le voyez, elle est assez claire. La lettre de Louis XIV, donc au moment où Louis XIV, depuis Aix, décide de mettre au pas la ville, donc la lettre au gouverneur de Provence décide la construction d'une citadelle en l'endroit de la dite ville qui sera jugée le plus propre, et du 19 janvier 1660. Fin janvier, l'ingénieur militaire Claude-Nicolas de Clerville hésite entre est-ce que je fais la citadelle sur la colline Saint-Charles, à l'emplacement qui va être décapité pour poser la gare, ou sur le Pharaon, qui aurait été le meilleur endroit puisqu'il verrouillait et la mer et la passe d'entrée du port. Et finalement, le choix se porte sur cette colline qui verrouillait l'endroit de la chaîne en face de la tour du roi René, parce qu'il y avait une fontaine. Et donc, la première pierre du fort est posée le 11 février. Donc, vous voyez, la construction est menée de tambour battant. La première pierre, on y grave une inscription qui dit « De peur que la fidèle Marseille, trop souvent en proie aux criminelles agitations de quelques séditieux, ne perdît enfin la ville et le royaume, ou par la fougue des plus hardis, ou par une trop grande passion de la liberté, et que le roi des Français voulait pourvoir par cette citadelle à la sûreté des grands et du peuple. » 3 ans plus tard, en 1663, le Haut-Fort Saint-Nicolas est livré par le maître maçon Jean-Étienne Thieux, et l'année suivante, le Bas-Fort, dit fort de Gantôme, aujourd'hui occupé par l'armée, toujours occupé par l'armée, donc, est livré. Et la normalisation passe par 2 autres étapes. À partir de 1665, construction d'un arsenal de galères qui va se construire en plusieurs étapes par l'intendant Arnoux, et qui va donc faire que 9000 galériens aux frais de la ville occupent cette ville, ce qui est évidemment une honte d'avoir ces bagnards dans la ville. Et de 1668 à 1671, construction du Fort Saint-Jean, et ensuite construction de l'immense enceinte de Réunion, qui va multiplier la surface intramuros par 3, puisqu'on passe de 70 hectares, qui était la surface de la vieille ville grecque et médiévale, à 195 hectares. L'arsenal des galères, le Fort Saint-Jean, qui à l'origine, vous voyez, avait ce canal de la Joliette qui le séparait de la butte Saint-Laurent, et la grande enceinte de Réunion, cette immense enceinte très distendue, qui va finir par s'urbaniser rapidement. Et vous voyez ici le plan de Vauban
montrant les calculs de tir depuis la colline de la Garde, qui est évidemment le seul endroit utile où il aurait fallu faire la citadelle, bien sûr. Et qui est une enceinte plus une enceinte d'octroi qu'une enceinte véritablement efficace et défensive. Vauban, par mépris, en dira « une vache d'un P en abattrait citoise ». La citadelle Saint-Nicolas est un carré bastionné posé sur une étoile tenaillée. Ça, c'est les termes militaires, c'est-à-dire que vous voyez, intérieurement, on a un rectangle, en fait, à 4 bastions. Donc, les bastions sont des ouvrages composés de 2 faces et de 2 flancs qui permettent de croiser les feux d'un ouvrage à l'autre, et qui est posé sur une plateforme qui, elle, en dehors de la demi-lune dans laquelle nous sommes, qu'on voit ici au premier plan à droite, prolongée par le bastion de Béringhem, on a donc une forme en étoile, c'est-à-dire des triangles, ce qu'on appelle des tenailles ou des redans, qui permettent non pas de croiser les feux d'un ouvrage à l'autre, mais de tirer en triangulaire. Donc on a 2 conceptions défensives, un système bastionné, un système tenaillé, posés l'un sur l'autre en étoile, de façon assez harmonieuse, dans des formes géométriques stellaires qui occupent le sommet de cette colline. Donc le plan relief de 1754 nous montre bien cet ouvrage très haut, très massif, qui était véritablement un bijou d'architecture, construit en calcaire rose de la couronne, avec ces grandes chaînes de pierre qui en ornaient les faces, ces échauguettes, ce cordon, tout ce vocabulaire extrêmement... donc la demi-lune, nous sommes, vous voyez, est au premier plan, la demi-lune dauphine. Tout ce vocabulaire extrêmement orné, et évidemment qui va justifier de la colère de Vauban, qui passe 2 fois à Marseille, une fois en 1779, l'autre fois en 1701. En 1779, il n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'œuvre de son patron, puisque le chevalier de Clerville qui a fait ce fort était le commissaire général des fortifications avant lui et a formé Vauban, même s'ils avaient été en concurrence dès 1667 pour le projet de la citadelle de Lille. Il nous dit « J'ai visité la citadelle de Marseille, qui est un assemblage magnifique de tout ce qui a jamais passé d'extravagant et de ridicule par la tête des plus méchants ingénieurs du monde. » Sympa le mec. Figurez-vous que la plupart des flancs n'y servent que d'ornement, et ainsi du reste. Je vais expliquer ce qu'il dit sur les flancs. Il cite « Si elle n'a été faite que pour maintenir l'autorité du roi, elle est beaucoup plus que suffisante, et la moitié moins y aurait suffi. Mais si on a pensé à autre chose, on a très mal pensé, et ce qu'il y a d'admirable est qu'il y a un lieu fort près de là, appelé Tête de Mort, donc le Pharaon, où pour 200 000 écus de dépenses, on aurait fait une place imprenable qui aurait beaucoup mieux commandé à la ville et au port, et n'aurait été commandée que de la hauteur qui est la citadelle, que l'on aurait aplanie pour 10 000 francs. J'appréhende, et alors là c'est le coup de pied de l'âne, j'appréhende que quand le roi la verra, la honte qu'une telle pièce se soit faite sous son règne et par ses ordres ne lui fasse prendre quelques résolutions peu favorables pour elle. Le réduit de Saint-Jean, donc le fort Saint-Jean, est bon, bien situé et vaut beaucoup mieux que la citadelle. Il parle de Marseille en disant « grande ville frontière et port de mer, une des nourrices de l'État par son commerce ». Et en fait, dès 1701, il va proposer, vous voyez le plan de Vauban, pour le fort qu'il prévoit de construire à Notre-Dame-de-la-Garde. Vous voyez le tout petit fort de Notre-Dame-de-la-Garde au milieu et le monstre de la citadelle qu'il propose de construire après avoir rasé le fort Saint-Nicolas, qu'il trouve totalement inutile. Donc le fort qui aurait coiffé la colline Notre-Dame aurait nécessité, vous voyez, des terrassements absolument incroyables. Il aurait fallu s'ancrer dans la colline, c'était des budgets pharaoniques, mais il trouvait tellement ridicule la construction du fort Saint-Nicolas qu'il avait proposé cet ouvrage. Cet ouvrage qui, comme il le dit, est caractérisé par le fait que les flancs des bastions, les bastions, non, j'ai pas de flèche, donc les bastions ont les 2 faces qui sont les ouvrages tournés vers la campagne, et les 2 flancs qui sont perpendiculaires aux courtines, les courtines étant les murs qui relient les bastions. La caractéristique de Clerville, qu'il reprend d'un grand ingénieur qui est Antoine Deville, c'est que le flanc du bastion, comme vous le voyez en haut à gauche, est perpendiculaire, forme un angle droit par rapport à la courtine. Donc ça fait à 90 degrés, et dans la mesure où la réalité de la défense, c'est qu'on tire toujours à la perpendiculaire des murs derrière lesquels on se protège, ça veut dire que dans le flanc d'un bastion, on tire dans les copains d'en face. On se tire dessus mutuellement, ce qui est complètement ridicule. Le dessin de Vauban en bas et à droite dit qu'il faut que le flanc du bastion soit perpendiculaire
à la face du bastion collatéral. Le principe du flanquement réciproque, il faut que le flanc soit diagonal pour permettre de tirer dans la face d'en face. Donc c'est ce qui fait que Vauban est très dur avec le Fort Saint-Nicolas, c'est qu'évidemment le tracé est totalement irrationnel et ne permet pas une défense correcte. Et en plus, donc, il n'a pas de mots assez durs pour qualifier tous ces colifichés de Clerville qui s'amusent à faire un cordon très maniériste, qui fait des courbes et des contre-courbes, qui escalade les pentes, et surtout donc des portes avec des trophées d'armes, des hampes et des lances, des esclaves enchaînés qui s'opposaient pour porter les lys royaux, tout ça ayant fondu comme neige au soleil dans ce calcaire de la couronne. De Vauban nous dit qu'il est venteux et sujet à la lune. Il constate que le calcaire de la couronne prend le vent quand il a mal séché, et si on le laisse sécher à la lune, il se desquame, mais c'est effectivement un des problèmes pour retrouver ce calcaire aujourd'hui. Alors, on a conservé magnifiquement dans cette demi-lune qui était à l'origine détachée et qui maintenant est collée au bastion. Vous voyez ici le flanc du bastion qui est là est perpendiculaire à la courtine, c'est bien ce que je vous disais. À l'origine, elle était détachée, puis elle s'est collée. Et donc, dans cette petite casemate qui est ici, par une chance insigne, on a conservé le décor d'origine de ce qu'était le bastion avant que tout ne soit détruit. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les faces de mur, tous les 5 mètres, vous aviez une grande chaîne harpée en bossage, cyclopéen, absolument magnifique, qui dépassait de plus de 30 cm et qui était un jeu plastique très maniériste, très baroque. C'est vraiment un objet baroque absolument sensationnel. On n'a plus aucune trace, sauf cette trace archéologique que je demande à Pâquerette de traiter religieusement comme une relique, parce que c'est vraiment la trace la plus importante pour comprendre ce qu'était la réalité du fort à l'origine. On le voit sur les états de la démolition, on le voit sur le plan relief. Ce fort était articulé par ces grandes chaînes. On avait un contrefort qui contrebutait la poussée des terres, puisqu'on avait des terres derrière. Et pour contrebuter cette poussée, on avait mis des contreforts et qui étaient chaînés sur les parements externes des murs. L'autre modèle du chevalier de Clerville, c'est le château de Trompette qu'il a construit à Bordeaux, qui reprend exactement les mêmes dispositifs. Le même architecte Desjardins avait collaboré avec Clerville pour ça, et on avait ces mêmes dispositions de chaînes harpées en besace et de cordons maniéristes. Donc on avait vraiment un fort qui était un bijou, une pâtisserie, mais qui était évidemment très peu efficace en dehors de faire peur à Marseille. Mais est-ce que Marseille n'a pas juste besoin qu'on lui montre les muscles? C'est peut-être ça la réalité qui était offerte. Et vous le voyez dans le bas-fort. Il me reste 4 minutes. C'est formidable. Et dans le bas-fort, vous voyez, il avait également introduit un décor tout à fait somptueux qui était le motif de la Serlienne. C'est-à-dire qu'en fait, dans les casemates du bas-fort, juste face à la passe du Vieux-Port, on avait un rythme de grandes arcades encadrées par une petite porte avec un oculus au-dessus, donc un rythme très élégant, une arcade de portes, qui était donc un jeu qui reprend la proposition de Sebastiano Serlio, un des grands architectes de la Renaissance. Les façades de la haute cour du fort d'Entrecasteaux, ici, derrière moi, sont évidemment reprises au XIXe siècle et on n'a plus l'élévation d'origine du fort. Donc voilà, ce fort donc, tel qu'il était, donc, un projet absolument magnifique, somptueux, mais totalement inutile puisqu'il ne voit pas la mer et qu'il n'est là que pour faire peur aux Marseillais. Et la réalité de Marseille, c'est que dès qu'elle a repris l'initiative, c'est-à-dire en pleine période révolutionnaire, quand le comité de salut public donne les pleins pouvoirs aux villes, le 18 mai 1790, donc la foule commence à démolir les fronts de ville du fort Saint-Nicolas, monument symbole du despotisme, et c'est seulement 10 jours plus tard que l'Assemblée nationale, soucieuse de conserver un ouvrage utile à la défense de la ville, va ordonner d'arrêter la démolition de la forteresse par décret du 28 mai 1790. Mais vous voyez l'état du fort, la moitié des courtines et des bastions côté ville et côté port avaient déjà en 10 jours été détruits. C'est absolument inouï la violence de ce que ça veut signifier. On avait levé la clôture des couvents pour se garantir d'avoir même les moines pour travailler à toute vitesse à la démolition pour créer un état de fait contre lequel on ne puisse plus revenir en arrière. La parole est maintenant à Isabelle pour voir comment Bonaparte et les autres vont réparer ce désordre. Donc je vais vous présenter le plus rapidement possible l'histoire du 19e siècle.
Donc, je m'occupe du projet du fort avec Philippe Matonti et Alessandra Riccio qui sont ici. Et ce projet, cette présentation va résulter d'une recherche qu'on fait depuis plusieurs années, une recherche historique, parce que le fort est resté militaire jusqu'à il y a 10 ans, et on a très peu de renseignements sur ce qui s'est passé au 19e siècle à l'intérieur du fort. Donc on a fait un gros boulot, parce que ce qui est bien avec les militaires, c'est qu'ils conservent toutes leurs archives, on a tous les PV de chantier, et on a essayé de synthétiser ce qui s'était passé, et pourquoi le fort est passé d'une forme très baroque, très classique, à la forme qu'il a maintenant. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que le génie militaire, justement, ce sont les ingénieurs de Toulon qui ont fait tous les projets sur la place de Marseille, et que dans tous les comptes rendus, les commentaires qu'on voit, on se rend compte que quel que soit le régime, parce que le 19e siècle, il y a eu quand même beaucoup de régimes qui se sont succédés, ça n'a strictement on ne voit aucun impact sur les ingénieurs qui restent les mêmes, les dessinateurs qui restent les mêmes, leurs soucis restent les mêmes. Et si on ne connaît pas l'histoire de France, on ne peut pas deviner tout ce qui s'est passé à Paris au niveau national en regardant ce qui se passe dans les bureaux du génie. Donc ça, c'est assez drôle. Donc il faut savoir que pour faire ces projets-là, ils vont suivre un processus qui va être le même pendant 100 ans, c'est-à-dire que le génie lui-même, c'est-à-dire les ingénieurs et les dessinateurs qui sont à Toulon, vont proposer chaque année des projets de restauration du fort. Ils sont relus par le directeur des fortifications qui va faire des apostilles, c'est-à-dire des commentaires. Donc ces commentaires sont très intéressants parce que lui va quand même expliquer le pourquoi pourquoi il refuse, pourquoi il accepte, quels sont les objectifs. Donc ça, c'est passionnant. Et ensuite, c'est le comité des fortifications et les inspecteurs donc, du ministère de la Guerre qui vont donner leur accord. Donc tout est très long. Et tout au long la première moitié du 19e siècle, il y aura chaque année des projets, et tout le boulot a été de voir qu'est-ce qui était vraiment resté de ces projets, parce qu'ils ont fait des tas de projets plus ou moins farfelus, qui ont abouti à la forme d'aujourd'hui. Donc à partir de 1860, il y a on va construire toutes les casernes sur Marseille, donc les bâtiments militaires vont augmenter en surface, et le génie militaire passera de Toulon à Marseille. Donc là, on aura un bureau sur Marseille. Mais maintenant, tout est regroupé à Paris, à Vincennes, donc c'est assez facile de chercher les archives. Donc, le 19e siècle, pour le fort Saint-Nicolas, ce qui est important, c'est qu'on va passer de la citadelle Saint-Nicolas au fort d'Entrecasteaux, qui est la partie supérieure de la citadelle. Donc, sur l'image à gauche, vous voyez donc l'image de la citadelle au XVIIe, qui va de là où on se trouve maintenant, du Haut-Fort, c'est-à-dire une colline de 50 mètres On est à 50 mètres de hauteur, c'est une colline en rocher, c'est un rocher marseillais. On était encore dans l'image des Calanques, il y avait des criques, et ça descend jusqu'à la mer, jusqu'au bord de l'eau. Et ça couvre à peu près 6 hectares. Donc c'est quelque chose d'immense. Donc en haut à droite, c'est la fameuse maquette des pans-reliefs que vous a montée Nicolas. Et on voit que c'était baroque, en effet, mais c'était très bien dessiné. On a beaucoup critiqué l'architecture au niveau de la Défense, mais c'était en effet un petit bijou d'architecture. Et comme elle a mal vieilli, la pierre de la couronne, au XIXe siècle, on se posait des questions pour savoir si les chaînages avaient été usés par les embruns, ce qui est vrai, parce que vous recevez le Mistral, il y a l'air marin qui use beaucoup les pierres. Mais en fait, ils vont s'acharner à faire bûcher les pierres, à faire racler toutes les chaînes pour que le rempart soit propre. Parce que les ingénieurs veulent que le rempart soit propre, donc il n'y aura quasiment plus aucune chaîne de visible. Et en bas, on va arriver, après 50 ans de travaux, à la silhouette que vous avez en bas. Donc là, c'est le fort aujourd'hui. Donc on voit que le fort a été remonté. On va vous parler de ça à la Révolution française. Il n'y aura plus ni cordon, ni échauguette. Alors les bastions étaient horizontaux parce qu'il y avait des sortes de chemins de ronde qui permettaient de circuler autour du rempart. Il fallait qu'on puisse aller d'un bastion à l'autre de façon rapide. Donc c'était très fonctionnel au XVIIe. On était censé tenir des sièges, donc il y avait une fonction. Et là, on va se battre pour rendre les militaires vont se battre pour monter le plus possible les remparts parce qu'ils se rendent bien compte de toutes les faiblesses de la citadelle et ils veulent y remédier. Donc la silhouette qu'on aura côté Vieux-Port va changer complètement. Alors vous avez une petite échauguette qui reste, mais c'est un petit peu une fantaisie qui a été faite il y a une trentaine d'années. Elle n'a rien à voir avec les dispositions militaires. Donc au début du XIXe siècle, Marseille est contenue toujours dans les remparts de Louis XIV. Donc vous avez la citadelle en haut à gauche, qui ferme le Vieux-Port avec le fort Saint-Jean. Et la ville, la modification de la citadelle va aller avec une modification bien plus grande que la ville. Au 19e, vous connaissez tous Marseille. Il y a eu surtout l'époque Napoléon III où on a complètement restructuré la ville. Il y a eu des grands travaux, ça a été énormément modifié et surtout, ça s'est extrêmement étendu. Et on va dire que pour la citadelle Saint-Nicolas, c'est un petit peu l'inverse. Au début du XVIIe, il y a encore du XIXe, pardon, il y a encore des servitudes autour du fort. C'est-à-dire que les gens, il y a des propriétés privées, mais ils ne peuvent pas construire à moins de 500 mètres des bastions. Donc automatiquement, ça crée un grand vide. Et ça, en 1835, ces servitudes existent toujours. Et les Marseillais vont se battre pour faire tomber ces servitudes.
D'autre part, le commandant de la place était quelqu'un d'important. Il avait un droit de chasse jusqu'à Castellane. Il avait énormément de droits et de servitudes qui, petit à petit, vont se dégager. Donc, ce qu'on va observer, c'est que les militaires sur place, le génie va toujours essayer de préserver la citadelle, de l'étendre. Et le ministère de la Guerre, qui a une vue politique un peu plus vaste, qui ne veut pas vexer la commune de Marseille, et va vraiment tempérer les locaux. Et c'est ce jeu qu'on va voir pendant 50 ans. Donc la citadelle après la Révolution, c'est une gravure de Ponge qui est faite en 1790. Il a un petit peu forcé quand même les démolitions, parce que quand on regarde c'est une vue assez romantique déjà. Quand on regarde les démolitions, il restait quand même un petit peu. C'est vrai que du côté de la ville, c'est à peu près ça. Du côté droit et pour le Haut-Fort qui est derrière nous, il était quand même bien debout. Mais il y a la ville, le génie militaire fait un état des lieux en 1790, il en fera en 1800, donc c'est assez drôle parce qu'on peut très bien savoir ce qui existait, ce qui n'existait pas. Donc on voit sur ce plan, c'est un plan de localisation, que tous les remparts, en effet, côté ville, sont ruinés, que tous les autres sont debout. Donc dès le début, ils vont programmer, et là on voit ce qui est marrant, il y a le bassin du carénage qui est en projet derrière. On voit que dès le début, il y a plusieurs objectifs. L'objectif, c'est de remonter les remparts, simplement pour que les gens ne viennent pas piller, arrêtent de se servir, parce que c'était devenu la carrière à ciel ouvert de Marseille, tout le monde venait prendre des pierres. Le deuxième objectif, c'est aussi que les gens en profitaient pour... enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça du marché noir. Les militaires, ils ne payaient pas de droits d'octroi, donc il y avait des trafics, parce qu'ils revendaient de la marchandise. Apparemment, ça avait pris d'après les textes du directeur du fortification, ils veulent arrêter ce trafic, donc il ne faut plus qu'il y ait des Marseillais qui pénètrent dans la citadelle. Enfin, ils ont quand même tout au long de ces 40 premières années du 19e siècle, ils ont deux soucis, c'est qu'ils ont peur des émeutes marseillaises. Donc je pense que la Révolution les a quand même un peu traumatisés. Donc à la fois, ils vont se protéger de Marseille, et à la fois, ils sont tout à fait d'accord avec Vauban. Ils trouvent que la citadelle ne protège pas bien Marseille. Donc il va y avoir les deux objectifs. Donc en gros, il y a je vais essayer d'aller assez vite, trois grandes périodes, 1824-1844. C'est une grande campagne de travaux de reconstruction, amélioration de la citadelle, où ils vont essayer de remédier à tous ces maux. 1860-1863, évidemment, c'est la coupure en deux de la citadelle avec le boulevard Charles-Livon par lequel vous êtes arrivés. Bon, c'est comme la rue de la République qu'on a tracée pour aller du Vieux-Port au Grand-Port. Ben là, on a relié le Vieux-Port au quartier en extension. Et la troisième grande époque est peut-être moins brillante au niveau architecture, qui a fait au niveau des architectes un petit peu plus de dégâts qu'autre chose, c'est que le fort est devenu peu à peu une prison militaire. Il y a toujours une prison militaire dans tous les forts. Il y avait des espaces qui servaient de prison militaire. En 1833, la prison du Fort Saint-Jean est ramenée au fort d'Entrecasteaux, au Fort Saint-Nicolas, pardon, c'est pas coupé en deux encore. Et petit à petit, il va prendre de plus en plus le rôle de prison militaire, et on va supprimer toutes celles qui sont dans les autres bâtiments militaires, et tout va être ramené au fort, simplement parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette citadelle. Les grandes casernes sont construites, elles sont bien plus fonctionnelles, et donc de 54 à 75, il y aura des tas de travaux qui seront faits pour aménager les prisons militaires. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de circulaires qui sont sortis sous l'Empire, notamment. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais on le retrouve, il le cite. Il y a des circulaires qui sortent pour améliorer les conditions de vie des soldats au niveau des surfaces, de la ventilation et des prisonniers. Il faut qu'il y ait au moins une pièce chauffée, parce que bon, ce n'était pas chauffé, il n'y avait pas de vitrage, des vitrages. Donc il y a des tas de choses qui vont obliger les militaires à faire des améliorations. Donc premier projet, je vais vite. Le premier projet de 1818, ce que vous voyez en jaune, c'est ce qui a été démoli et qu'ils vont reconstruire, propose simplement de reconstruire le fort à l'état primitif. Je reprends leurs termes. Donc ça, le comité des fortifications va dire, c'est complètement idiot parce que les armements ont évolué. Maintenant, il y a les canons, ils ne tirent plus à 300 mètres, ils tirent à 1000 mètres, il faut faire autre chose. Et il dit, en plus, c'est mal fait, le relevé n'est pas bon. Donc, ils vont faire un vrai relevé du fort. Ils vont demander au génie de revoir leur copie. Ça, pendant 10 ans, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont à chaque fois. Donc, je vous montre ce projet qui n'est pas très lisible, mais c'est des photos de plans de Vincennes. Donc, le projet de 1821, le directeur des fortifications aurait aimé faire comme Vauban, c'est-à-dire raser la citadelle, garder juste les remparts extérieurs et refaire une sorte de haut fort beaucoup plus... c'est trop cher, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire. Donc, avec le fort, les limites des remparts existants, il va essayer de la rendre plus fonctionnelle et de faire en sorte qu'elle résiste mieux au canon. Donc, ils vont faire une demi-lune. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est une demi-lune vers le pharo pour protéger toute cette partie qui ne l'était pas. Et ils vont remonter fortement tous les remparts et faire des talus à la place des
des plateformes. Donc ce projet sera refusé pour une question de prix, parce que c'est trop cher, ça sera toujours ça tout le temps, mais aussi pour une autre question qui y avoue moins, c'est qu'il y avait des savonneries, il y avait quand même des choses qui se développaient sur la tête du Pharaon. Les gens râlaient beaucoup parce que le fort bloquait déjà, donc je crois qu'à Paris, le ministère de la Guerre ne voulait pas se mettre Marseille. Ils se rendaient compte que la ville évoluait et ils ont trouvé que ce n'était pas forcément une bonne chose que d'étendre le fort. Un autre point, c'est que pour Paris, Marseille sert surtout de base pour faire venir les garnisons qui sont un petit peu malades, pour les faire se retaper après les campagnes. Quand on lit ça, ça sert surtout de magasin, de grenier, de pôle pour redistribuer les armées dans les colonies, en Italie. Donc pour eux, ils ne voient pas ça comme quelque chose qui va servir à la guerre et qui doit être protégé. Donc ça sera la grande bagarre entre Marseille et Paris. Donc Paris va demander, le comité des fortifications va demander au génie militaire de s'occuper uniquement du haut-fort, de ce qu'on a derrière nous. Donc, ils vont proposer, vous ne voyez peut-être pas très bien sur les plans, mais le fort était découpé en des toutes petites cellules de 10 mètres carrés. On verra après, mes collègues ont fait une simulation assez parlante, et d'araser tout ce qui est à l'intérieur du haut-fort et de faire des grandes salles de 50 mètres carrés. Donc, c'est ce projet qui va être discuté d'année en année et qui nous arrive maintenant, mais tronqué, parce que chaque année, il faut d'abord refaire la place de Toulon qui est très dégradée. Il y a plein d'autres fortifications. Il y a le fort de la Garde, parce qu'il y a la place dont parlait Nicolas, qu'il faut réparer. Il y a même des réparations à faire au château d'If, partout. Donc le fort n'est pas prioritaire du tout. Donc les travaux de restructuration, si vous voyez en haut à gauche, c'est le fort primitif avec les petites cellules. On verra après en 3D, ça sera plus simple. En 1824, ils vont creuser les souterrains, c'est des travaux de titan, parce qu'il y a quand même des souterrains. Ils vont tout faire tomber, monter l'aile est en rouge. En 1830, ils font l'aile sud, pareil. Et là, ils vont arrêter parce qu'ils se disent finalement, c'est les deux ailes qui protègent du côté de Notre-Dame de la Garde. Donc il y a quand même toujours ce souci de se protéger du fort de la Garde. Excusez-moi, Notre-Dame de la Garde n'était pas là, parce qu'ils savent très bien. Et puis les militaires, le comité va dire quand même, le fort, il protège bien, c'est facile. Vous mettez une bonne garnison en haut et il évitera aux éventuels attaquants de venir les prendre. Donc ils leur font baisser les hauteurs de remparts qu'ils avaient prévues. Mais les deux autres parties qui sont tournées vers la ville ou vers la demi-ligne Dauphine, ils disent vous gardez ces cellules, finalement, ça suffira. Et on voit que dans le projet de 1832, ils arrivent quand même à mettre 180 plus 114, ça fait à peu près 250 personnes là-dedans. Donc ils disent qu'il faut de la place pour chacun, donc ils mettent des lits de camp, mais quand ils font des schémas, ils sont extrêmement serrés. Bon, ça c'était. Donc la citadelle au 17e, un petit schéma. Donc ça, on s'est basé sur la maquette des plans relief pour essayer de faire une intégration photo. Donc vous voyez qu'au 17e, si vous regardez le cœur en haut là, du haut-fort, le carré, il y a des toits, il y a des casemates qui sont collées contre les remparts, il y a des couloirs. Et comme le sol, ils le disent, est en rocher qui ne sont pas arrivés à creuser, ils ont surhaussé la partie centrale où il y a des casemates. Et il y a deux maisons de part et d'autre, c'est la maison du commandant et la maison du gouverneur. Pour la petite histoire, le commandant et le gouverneur, ils se sont vite fait des maisons plus confortables sur les glacis, avec terrasse sur le Vieux-Port. Et ça sera les militaires, les officiers qui habiteront ce fort. Donc là, vous voyez le moulin en bas à droite, qui a servi quand même de vrai moulin à blé jusqu'à la Révolution. Et à gauche du moulin, il y a la chapelle. Donc cette chapelle sera transformée en caserne. Et le moulin est dans l'état actuel. Ils le laisseront dépérir doucement. Encore trois. Oula, alors je me dépêche. Donc démolition, dégradation de la Révolution française. Donc, c'est tous les remparts qui sont démolis. Et ce que vous voyez en violet au centre, je ne sais pas si c'est très lisible, c'est ce que va effectivement démolir les militaires. C'est-à-dire ils vont laisser... Voilà, et pour arriver à la forme actuelle. Donc, la forme actuelle, si vous regardez le moulin à droite avec la petite chapelle, actuellement, il y a toujours le moulin. Et à la place de la chapelle, on a fait une grande montée pour faire le monument aux morts dans les années 50. Donc, dans le Haut-Fort, vous avez des talus. Alors, c'est tout à fait dissymétrique, mais la raison est militaire. Donc, très vite, ça, c'est les échelles de défilement. Ils ont calculé chaque année les tirs possibles depuis le Fort Saint-Jean, depuis la plage des Catalans, depuis Notre-Dame de la Garde. Chaque année, les canons évoluent. Donc, ce qui est construit en 10 ans, c'est plus haut que ce qui est construit 10 ans avant. Ils essayent, et tout est très précis. Voilà la silhouette donnée. Donc, je vais aller très, très vite. Et si vous regardez derrière vous, comme sur cette diapositive, ce qui a été construit au 19e siècle, c'est en moellon avec des briques. Et ce qui date du 17e, c'est des pierres de taille en pierre taillée. Donc, c'est très facile de voir les... Donc, j'ai passé les diapos là, à toute allure pour la fin. Donc, en 1948, la ville a grandi. Vous voyez qu'il y a le bassin de la Joliette qui est fait. De l'autre côté, il y a des projets d'urbanisation qui commencent à sortir du côté des Catalans. En 1956, il y a le projet du Pharaon. Donc, ils étaient un petit peu optimistes. Ils voulaient piquer tout le champ de manœuvre pour faire un grand parc. Ils n'y arriveront pas.
Et il y a la Société des bains de mer des Catalans qui a une concession pour aménager tout le quartier de la plage pour faire des grands bains. Il y a des plans d'urbanisme parce que les élites marseillaises ont beaucoup de terrain de ce côté-là. Et le fort commence vraiment à gêner. Il y a même un projet de la Société des bains de mer où ils prévoyaient d'urbaniser tout le fort. On ne sait pas comment ils faisaient parce qu'on est quand même à 50 km de haut. Il y avait un tracé. Ils ont vraiment la volonté d'éradiquer le fort. Donc le fort résiste. Et finalement, le conseil municipal décide d'ouvrir un nouveau boulevard. Vous voyez le tracé à travers la citadelle. Et c'est Napoléon III qui va, il était quand même chef des armées, qui va imposer à l'armée, de creuser ce fort qui sera fait en 1862-1864. J'ai 3 diapos, je me dépêche. Donc le fort va être creusé. Pendant 20 ans, ils vont parler du fort supérieur, du fort inférieur. Et après, ils vont nommer la partie haute de la citadelle le fort d'Entrecasteaux, la partie basse Gantôme. Et c'est pour ça qu'il y a 2 noms pour la citadelle Saint-Nicolas. Alors les vieux Marseillais, on parle toujours du fort Saint-Nicolas, mais c'est le fort d'Entrecasteaux, cette partie. Voilà la coupure en 2 de la citadelle. Donc c'est comme la rue de la République, c'est une vraie tranchée. Et là, on va utiliser la pierre de Cassis, des Calanques, la pierre blanche pour faire les murs de soutènement de part et d'autre. Donc là aussi, à époques différentes, matériaux différents, et c'est très facile de faire la datation des différentes interventions dans le fort. Donc ça, c'était juste pour montrer que l'armée aura toujours eu un impact pas possible dans le quartier. C'est-à-dire après, la dernière image en bas à droite, c'est qu'ils ont construit la caserne de Saint-Victor d'Aurel, la caserne d'Odéou. Ils ont encore le champ de manœuvre, donc ils sont toujours très présents. Dernière époque, mais j'ai 2 photos, c'est que le fort supérieur est transformé en une vaste prison militaire. Donc là, ils vont couper. Là, vous avez à gauche, c'est le plan de la demi-lune Dauphine où on est en ce moment. Ils vont mettre des tas de murs dans tout le chemin qui permet de tourner le fort. Ils vont tout fermer par des murs. Ils vont casser des voûtes pour faire des cours et ils vont complètement restructurer le fort. Ils avaient déjà ils vont découper les petites cellules qui font 10 mètres carrés en 5 mètres carrés pour faire des petites cellules. Ils font faire des cours. Donc à droite, c'est le projet des cellules dont 2 existent encore en haut. En 1927, ils installent des cellules dans le haut fort. Et je terminerai là-dessus. Ça, c'est l'Atlas militaire de 1947. Le fort est complètement découpé. C'est devenu une vaste prison. Alors, ce qui est intéressant, c'est ils ont amené l'eau. Ils ont été obligés d'amener l'eau. Ils ont fait des latrines. Ils ont fait ça, je vous passe les détails. Ils ont fait des efforts d'aménagement au niveau du confort, si on peut dire. Et en haut, vous avez la fameuse prison où normalement Jean Zay devait être enfermé. Les Français avaient bâti un mur en béton au nord qui était très très haut. On voit encore des traces qui devaient faire 8 mètres de haut pour relier un bastion à l'autre et à l'intérieur. Alors le principe, c'est qu'ils font des petites cellules et chaque cellule a une toute petite cour. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mon voisin pour parler justement de l'époque du XXe siècle. Bien, bonjour à tous. Je me présente Jean-François Gabillat, je suis vice-président de l'association Vauban qui s'occupe, alors je vais vous parler du XXe siècle, c'est peut-être paradoxal quand on s'appelle l'association Vauban, mais on s'occupe en fait des fortifications qui vont de la période du XVIe au XXe siècle, voire XXIe. Voilà, alors ce fort, vous avez une photo ici qui vous montre le fort tel qu'il était en 1920, alors qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y avait des jardins à l'intérieur sous le fort à proprement parler, mais dans les parties où nous sommes aujourd'hui, que le moulin était encore intact, qu'il y avait quelques constructions qui ensuite ont été démolies, dont notamment la chapelle. Alors, en fait, ce fort a eu très peu d'utilisation militaire à proprement parler au XXe siècle, sauf bien entendu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le seul moment où il a véritablement eu un impact réel sur ce plan-là. La première partie du XXe siècle, ça a été, comme le disait Isabelle tout à l'heure, une prison. Et c'est resté une prison militaire, on va dire, relativement classique jusqu'en 1939. Changement en 1939, on arrive à ce moment-là, donc le tribunal militaire, lui, siège au fort Gantôme. Et pourquoi le fort n'a pas beaucoup de transformation? Parce que la priorité, on n'a jamais cherché dans l'histoire à véritablement défendre Marseille d'une attaque par la terre. On a toujours cherché à la protéger d'une attaque par la mer. Et c'est pour ça que la priorité dans la première partie du XXe siècle a été de développer les batteries côtières et pas de se préoccuper véritablement de la mise en défense de la ville et du fort à proprement parler. Alors, entre 1939 et 1942, on entre dans la partie, disons, la partie tragique de l'histoire du fort et on voit apparaître les premiers prisonniers politiques. Jean Giono, parce qu'il était objecteur de conscience, pacifiste, et Habib Bourguiba, dont la cellule était d'ailleurs derrière vous, ainsi que les membres du Néo-Destour qui ont été enfermés ici, distincts des autres prisonniers. Mais sur ce thème des prisonniers, Michel Goury nous dira quelques mots tout à l'heure après la fin des présentations.
On y a également interné de très nombreux opposants et résistants, notamment au régime de Vichy, dont notamment Jean Zay, dont parlait également Isabelle tout à l'heure. Environ donc 400 prisonniers politiques ont été emprisonnés. Vous avez ici une photo de la cellule de Giono qui était dans le Haut-Fort. 42, novembre 42, suite au débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone sud le 12 novembre et entrent dans Marseille. En 48 heures, ils vident le fort intégralement de tous ces prisonniers, qu'ils dispersent dans d'autres prisons, dans d'autres forts et dans d'autres forteresses. Donc le fort devient une position de défense, numéro 61A, mais vous voyez qu'en moins de 2 ans, les Allemands ont développé à peu près 200 points de défense sur la défense de Marseille, c'est-à-dire en gros en partant de la zone de Martigues pour aller jusque vers la Ciotat. 200 points de défense, le fort Saint-Nicolas en est simplement une seule. Donc ça devient un des maillons du mur de la Méditerranée qu'ils appelaient le Sud-Val. Vous avez ici une photo des différentes batteries. Je ne sais pas si elle est très lisible, et tous les points bleus que vous voyez sont des points de défense. C'est quoi beaucoup de batteries côtières. Vous en avez tout le long de la côte, notamment quand vous allez jusque vers les Goudes. Vous avez 3-4 batteries que vous voyez régulièrement, au Goudes, à l'Escalette, etc. Vous voyez aussi que la digue était également un élément de défense elle a été conçue dès le départ, d'ailleurs, quand elle a été construite au XIXe siècle, comme un élément de défense. Et vous voyez encore des emplacements de batteries qui ont été également réutilisés par les Allemands. Vous voyez dans tout ça, donc le fort Saint-Nicolas, bon, il a un petit rôle. Vous avez, ce qui est également assez impressionnant, une photo du plan de tir, du plan de feu de toutes les batteries mises en œuvre par les Allemands en 1942. Donc vous voyez que l'intégralité de la rade et de la ville de Marseille était couverte par ces plans de défense. Il y avait quand même de l'ordre de 300 à 400 canons qui étaient simplement pour la zone de Marseille. Qu'est-ce qui se passe au fort Saint-Nicolas? Finalement, assez peu de choses. Il est occupé on y met une batterie de 3 canons de DCA de 20 mm. Donc ce sont des canons, ce qu'on appelle des canons légers, c'est-à-dire qu'ils ont une portée de tir qui est relativement courte, à peine à 2000 mm. Donc ce sont des canons qui sont faits pour des attaques en piqué ou des bombardiers ou des avions d'observation qui volent à une faible hauteur. J'ai mis aucun bunker construit. En réalité, il y en a eu un qui a été construit sur le bastion du Roi, mais qui n'est pas un bunker de combat, qui est un bunker abri et un bunker d'observation. Donc vous voyez que dans tout ce qui a été fait par les Allemands en termes de construction de bunkers à Marseille, le fort Saint-Nicolas, il y en a eu un. Ce qu'ils ont modifié, c'est quelques emplacements qui sont indiqués ici pour installer des mitrailleuses, notamment tournées vers la ville, et les 3 points de DCA qui sont indiqués. La garnison, quand vous faites le total, c'est moins de 40 personnes. À cette époque, la garnison allemande, en 1944, lorsque les combats ont commencé, c'était 13 000 hommes. Donc oui, 40 au fort Saint-Nicolas, 13 000 ailleurs. Pour montrer l'importance très relative, mais qui curieusement a développé des éléments presque un peu mythiques dans l'histoire de Marseille. Dire fort Saint-Nicolas, c'était l'élément majeur, c'était le quartier général. Non, pas du tout. C'était un élément très marginal de la défense, qui a quand même rempli un rôle non négligeable. Vous avez des photos. La photo en haut à gauche, c'est une des petites transformations faites par les Allemands. C'est-à-dire qu'ils ont créé un emplacement bétonné de mitrailleuses à l'intérieur du rempart, qu'on voit encore d'ailleurs ici. La photo du dessous, avec les casques allemands, casques coloniaux qui étaient utilisés par les troupes de l'Afrique Corps. Vous avez le canon de 20 mm, alors on ne le voit pas bien parce vous avez le canon qui est exactement de face, donc on ne distingue pas très bien son volume. Et vous avez à droite le seul emplacement restant encore des 3 batteries des 3 canons qui ont été posés, la plateforme bétonnée de ce canon de DCA. Donc c'est la seule qui reste aujourd'hui, qui bien entendu est à conserver parce qu'il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il n'y en a plus qu'une sur les 3. Les 2 autres ont été démolis. Mais ça vous permet d'avoir la photo de ce canon en situation et son emplacement actuel. Également, alors tous ces travaux en général sont faits non pas par les troupes allemandes, mais par les entreprises françaises. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est que les travaux ne sont pas faits par les Allemands la plupart du temps, sauf une partie sur le mur de l'Atlantique. Ils ont également creusé un souterrain dont l'accès se faisait par le bassin du carénage. Alors là aussi, il y a eu des idées reçues.
Ce n'est pas du tout un souterrain qui était fait pour abriter des sous-marins. Vous voyez d'ailleurs la forme un peu tarabiscotée fait que ce serait un peu difficile de le faire entrer. Surtout qu'à cette époque, dès janvier 1943, les Allemands avaient entrepris la construction d'un bâtiment complètement oublié à Marseille, mais qui fait quand même 180 mètres de long, 40 mètres de large et 18 mètres de haut, qui est sur le port de Marseille, qui était une base de sous-marins jamais terminée, qui s'appelle Marta. Et cette base, entre parenthèses, elle a été prise à bail par une entreprise, je fais un aparté par une entreprise qui s'appelle Interxion, qui est un des gros data centers mondiaux, qui l'a remarquablement remis en valeur et réhabilité. Et nous, on a écrit un livre sur l'histoire de cette base. Et c'est en réalité là, plus exactement tout à côté, dans un souterrain, qui était le quartier général de Schaeffer. Et c'est là d'ailleurs qu'il s'est rendu. Donc, ce souterrain n'avait pas non plus de vocation d'être un lancement de torpilles. Les Allemands avaient également installé une batterie de lance-torpilles, mais qui était au pied du palais du Pharaon, là où il y a la batterie allemande du Pharaon. Donc pas du tout. Là, c'était un élément simplement de stockage, d'entreposage, évidemment très abrité, bien abrité sous roc. Arrive la période de 23 août, 23-28 août 1944, les combats pour la libération de Marseille. Donc, je ne reviens pas sur les combats, ce n'est pas l'objet. Simplement, le paradoxe, c'est que dans quasiment les 3 siècles et demi d'histoire, enfin 4 siècles maintenant d'histoire du fort, le seul moment où le fort a retrouvé sa vocation initiale, ça a été par les Allemands quand ils ont tiré sur la ville. Et on retrouvait vraiment ce pourquoi le fort avait été conçu, de contrôler la ville de Marseille. Là, c'était moins la ville que les troupes françaises et les FFI qui attaquaient. Et il est intervenu notamment à 2 reprises. Le premier, c'est quand, par un coup de bluff, les troupes françaises de Montsabert ont voulu prendre la ville, mais ils ont été bloqués notamment par les canons. Alors, vous direz les canons de DCA, mais un canon de DCA, ce n'est pas forcément qu'en hauteur. Ça peut aussi être mis à l'horizontale, et c'est particulièrement redoutable dans ces cas-là. Et les canons du fort ont tiré en alignement sur la Canebière, et donc ont bloqué les troupes françaises sur la Canebière le 23 août. Donc, ça a été bloqué. Je passe sur l'espoir, il y a eu une entrevue où Montsabert a essayé de convaincre Schaeffer de se rendre, ça n'a pas marché. Bon, on s'est fait quelques combats et malheureusement quelques morts supplémentaires. Et il a également tiré le 25 août, quand les troupes françaises sont parties à l'assaut de Notre-Dame de la Garde. Puisque de là, on pouvait facilement tirer sur les pentes. Donc ça, c'est les 2 moments où il a, disons, rempli l'objectif pour lequel il avait été conçu initialement, paradoxalement, par des étrangers, en l'occurrence des Allemands. Mais, comme l'avait, Vauban comme l'a indiqué Nicolas tout à l'heure, avait largement souligné que le fort avait beaucoup de faiblesses. Et une de ces faiblesses, c'est ce qu'on appelle d'être commandé. Un fort commandé, c'est-à-dire qu'il y a des hauteurs d'où on peut tirer dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Les Français ont installé des Alftrac, c'est-à-dire des camions semi-chenillés équipés de mitrailleuses, de 4 mitrailleuses pour tirer sur les hommes qui servaient les canons. Du coup, évidemment, ils sont partis s'abriter parce que c'était intenable et ils tiraient. En gros, ils étaient basés à la hauteur des jardins Puget, donc véritablement au-dessus du fort. De là, une mitrailleuse et une portée d'à peu près 1200 mètres, ça permet effectivement de dégommer largement tout ce qui existe tout ce qu'il y a sur le fort. Donc, les canons du fort sont mitraillés, du coup, le fort est quasiment neutralisé et le fort se rend au gommier marocain le 27 août, mais le fort, pas le général Schaeffer, qui ne s'est rendu que le lendemain. Il se rend le 27 août à 17h. Il y a 300 hommes qui sont faits prisonniers, alors que la garnison utile était simplement de 40. Ce qui veut dire que les autres étaient probablement venus s'abriter, venus se réfugier, parce qu'on est quand même mieux à l'abri dans un fort que dans la rue ou en plein air. Donc 300 prisonniers sont faits, et c'est le lendemain seulement que la garnison allemande cède. 11 000 hommes prisonniers, 300 dans le fort. En septembre 1944, on recommence. Ça redevient une prison militaire. Le fort est confié à la Légion étrangère en 1962, qui l'utilise comme prison, comme service de transmission et comme service d'achat jusqu'en 1974. Et là, vous avez un graffiti avec une légère faute d'orthographe qui met que ici sont passés 2 déserteurs du fort Saint-Nicolas, de la Légion. À ce
78, reconversion partielle. L'armée est toujours là, mais le fort commence à servir à la recherche médicale. Des vétérinaires sont installés dans le fort, qui devient donc un département de l'Institut de médecine tropicale du service de santé, jusqu'à sa fermeture. Le fort abrite des animaux, avec probablement un certain nombre d'expériences sur les animaux, mais la bienséance fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut savoir que ça a quand même existé. L'Institut militaire, donc, qui était fondé en 1905, avait également des installations importantes au Prado, spécialisé en médecine tropicale des médecins militaires, recherche sur les vaccins, novateurs, fièvre jaune, dengue, paludisme, etc. Et il reste jusqu'à sa fermeture. Les années 70, chose moins connue, l'armée française réutilise les souterrains faits par les Allemands, mais cette fois-ci en donnant l'accès par la caserne d'Orel, donc qui est de l'autre côté du fort, et ça devient un centre, officiellement un centre de transmission, en fait un centre de grandes oreilles. C'est-à-dire c'est de là que se font les écoutes sur une partie du bassin méditerranéen pour décrypter les liaisons. Et anecdote, une des utilisations de ce centre de transmission, alors pour les plus vieux Marseillais, ils s'en souviennent peut-être, mais il y a eu un moment où un paquebot de la SNCM a été pris en otage par des marins ou des dockers, je ne sais plus, de la CGT, qui en mer. Et le service de transmission, un de ces objets, avant l'intervention du commando Hubert qui a libéré le bateau, a été de brouiller complètement les transmissions du bateau. Et ça s'est fait à partir d'ici, de manière à ce que le bateau ne puisse plus communiquer avec personne. Donc c'est une anecdote, mais bon, qui s'est passée en tout cas dans le fort Saint-Nicolas. Merci, oui, sans problème. L'armée cesse d'utiliser le fort et elle cède le fort et la caserne d'Orel à la ville. Et Actavista intervient dès 2003, ce qui va me permettre de passer tout de suite la parole à Pâquerette. Voilà. Superbe transition. Oui. Alors moi, ça va être beaucoup plus rapide parce que finalement, je ne vais parler que des 20 dernières années du fort après cette fresque historique passionnante. Voilà, moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle plus récente qui a démarré ici en 2003. C'est celle des hommes et des femmes dont vous voyez des photos là autour de nous. On a essayé d'ailleurs de bien les lester parce que le vent se lève. C'est pour ça que vous avez vu traficoter un peu les équipes en début de conférence. Ces hommes et ces femmes qui viennent au Fort Saint-Nicolas, dans le cadre des chantiers d'Actavista, se former et se rebâtir un avenir professionnel. Alors Actavista, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée il y a 20 ans, en 2002, qui a pour vocation d'utiliser la restauration du patrimoine historique comme levier de formation, de qualification et d'accompagnement vers l'emploi de personnes en situation de précarité sociale ou économique. Donc c'est un projet qui est singulier à différents chefs. Tout d'abord, le choix d'un monument historique, deux monuments historiques, parce qu'on n'intervient pas qu'ici au Fort Saint-Nicolas. Pourquoi finalement utiliser un peu les fleurons du patrimoine comme support de chantier de formation et d'insertion professionnelle ? Eh bien parce qu'on a la conviction que d'utiliser ce qu'il y a de beau en termes de monuments, ce qui est valorisant, ça permet vraiment d'activer des leviers de fierté et de confiance pour les salariés en insertion qui viennent chez nous. Deuxième singularité, c'est que nous dispensons une formation sur nos chantiers qui est vraiment une formation basée sur le geste professionnel, de sorte que les sites qui nous ont confiés, comme ici le Fort Saint-Nicolas, deviennent de véritables écoles à ciel ouvert où tout s'apprend en faisant. Et donc c'est le cas ici. Dans la journée, on a des chantiers un peu répartis partout sur le site et ça permet vraiment à ces salariés d'accéder en fait à une formation sans forcément disposer de prérequis. La plupart d'entre eux n'ont jamais travaillé dans le bâtiment. Certains ont des difficultés linguistiques, mais du coup, ils peuvent avoir accès à cette formation qui est une formation par le geste. Et finalement, le patrimoine se prête particulièrement bien aussi à déployer cette pédagogie de formation. Donc, on accueille des salariés en insertion qui viennent pour un parcours d'1 an maximum et qui sont à la fois accompagnés par ce qu'on appelle chez nous des chefs de projet qui vont les accompagner à réfléchir à leur projet professionnel, à lever les freins à l'emploi,
Ils sont également encadrés par leur chef de chantier qui va à la fois les former et accompagner le chantier sur les sites. Et puis, ils sont en parallèle formés sur des plateaux pédagogiques avec comme objectif de les préparer au passage d'un titre professionnel, une qualification qui est un titre professionnel de niveau 3 reconnu par le ministère du Travail, qui notamment ici au Fort Saint-Nicolas est maçon du bâti ancien. Mais on a aussi d'autres métiers. On a un atelier métallerie qui forme des métalliers, un atelier menuiserie également qui forme des menuisiers. Donc on est intervenu au Fort Saint-Nicolas à partir de 2003, donc assez rapidement après la création de l'association. Le fondateur Arnaud Castagnette de l'association a eu ce côté assez pionnier de vouloir conjuguer finalement insertion professionnelle et monuments historiques, ce qui n'était vraiment pas une mince affaire il y a 20 ans. Mais on a eu la chance de pouvoir intervenir sur ce site, qui est donc un monument classé depuis 1969, si je ne me trompe pas. Intervenir sur ce site qui appartenait encore à l'époque à l'armée. Et l'armée, c'est vrai, était quand même assez familière avec ce type de projet d'accompagnement de jeunes ou de moins jeunes. Était plus familière à ce genre de dispositif et nous a mis à disposition une partie du site. Et puis, on a eu la chance que le ministère de la Culture, la DRAC notamment, nous ait donné notre chance, nous ait laissé aussi expérimenter ce chantier. Sous cette forme-là, qui n'était pas quelque chose qui était très courant sur des monuments historiques. Et puis on a pu, grâce à ça, prouver pendant toutes ces années, grâce déjà à la qualité des équipes de permanents, de nos encadrants, de nos chefs de chantier, qui sont chevronnés, qui ont cette capacité, ces compétences pour aller réaliser et conduire des travaux dans les règles de l'art, mais qui ont aussi cette volonté, ce souci de transmission de leur savoir-faire. C'est vrai qu'on cherche vraiment cette double compétence chez nos chefs de chantier. Et puis, on a été aussi évidemment accompagnés par les architectes du patrimoine, Isabelle, que vous avez entendu tout à l'heure, Philippe Matonti également, qui ont permis d'être aussi le garant de la qualité des travaux qui sont réalisés ici. Donc c'est une grande chance d'avoir pu mettre en place cette équipe qui a pu permettre de montrer que des chantiers de formation et d'insertion professionnelle permettent de réaliser des projets d'excellence. Vous le voyez, par exemple, cette demi-lune dauphine a été entièrement restaurée par nos équipes et c'est des travaux qui ont été plutôt salués par la DRAC. Et c'est un peu la magie du projet de se dire que finalement, ce sont des Marseillaises et Marseillais en situation de difficulté qui, encore une fois, pour la plupart, n'ont jamais travaillé dans le bâtiment avant, ont pu restaurer dans les règles de l'art ce site. Quelques mots sur les profils des salariés qui nous rejoignent. On a des hommes, des femmes. On a des gens de 18 à 65 ans à peu près, qui ont en gros tous en commun une difficulté d'accès à l'emploi et à une formation professionnelle. Mais on a une richesse et une variété de parcours et d'origine qui est particulièrement intéressante. On a notamment, les chantiers d'insertion sont sont le reflet un peu de la géopolitique et on a notamment beaucoup de personnes qui arrivent après des parcours migratoires. Et donc on a cette interculturalité, elle est particulièrement riche et particulièrement intéressante. Quelques chiffres clés. L'association accompagne plus de 500 salariés par an sur l'ensemble de ces chantiers, dont à peu près un peu plus de la moitié ici. 2 personnes sur 3 retrouvent le chemin de l'emploi. 9 sur 10 se qualifient aux examens présentés. Et puis, depuis 20 ans, on a à peu près 40 sites sur lesquels nous sommes intervenus, que nous avons restaurés par le biais de ces chantiers d'insertion. Et je voulais simplement finir par quelques illustrations du coup, des travaux qui ont été réalisés par nos équipes. Ici, la demi-lune dauphine, ça vous permet, je ne sais pas si vous voyez quelque chose maintenant avec la luminosité qui s'est un peu... donc vous verrez également sur le site, vous avez les photos qui sont sous le porche. Donc en 2003, la demi-lune dauphine avait été un petit peu malmenée par l'armée, si j'ose dire, d'un point de vue architectural. Et donc c'est Isabelle et son équipe qui a pu aller retrouver tous les plans et qui ont permis ensuite de restaurer la demi-lune à l'état 17e. Ça, c'est la poudrière 19e, la poudrière Villeroy, qui a été également restaurée par les équipes.
Et ça, c'est l'intérieur de la demi-lune dauphine dans laquelle on se trouve, qui sont pour l'instant les bureaux de nos associations, Actavista Bao Formation et la Citadelle. Donc vous voyez un peu un aperçu de l'ampleur des travaux qui ont été réalisés. Voilà. Je ne sais pas, on va laisser la place aux questions peut-être. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir donné cet historique des origines jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez applaudir nos intervenants. Ça leur fera plaisir. C'est un tour de force en moins d'une heure quand même. On a balayé 300 ans, donc bravo. Et puis une histoire compliquée, diverse, variée, avec beaucoup d'acteurs très différents, avec des reconversions spectaculaires. Bon, la dernière, évidemment, c'est sans doute celle qui marque le plus et la citadelle et son histoire et son inscription dans la ville. Mais j'imagine que des spécialistes d'histoire des forts, d'histoire militaire, d'histoire de Marseille, des gens qui sont très intéressés par la rénovation doivent avoir quelques questions à poser à nos intervenants ou des interventions complémentaires. J'ai entendu que peut-être Monsieur Goury avait quelque chose à nous dire sur en particulier les prisonniers qui... C'est pas grave, c'est pas grave. Au contraire, c'est le moment où on peut tout mélanger. On a fait un long moment où on a défilé l'historique du fort. Au contraire, maintenant, c'est le moment où on peut tout mélanger. Allons-y. J'ai vécu l'âme, j'ai revu cette vie de ce fort au travers des détenus qui sont passés par ici entre 1939 et 1942. J'ai été touché personnellement parce que mon oncle est passé par cette porte, mon grand-oncle est passé par cette porte, et en regardant les archives de cette période-là, on fait revivre ces hommes qui ont été dans ce fort. Alors je vais essayer avec vous de... J'ai combien de minutes, monsieur le modérateur ? Au moins 8 minutes. Au moins 8 minutes. Oh là là, mais c'est Byzance ici maintenant, c'est pas possible, hein, vous savez. Hein. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon sentiment et de le faire partager avec vous. On se replonge, on est dans les années 40. Les années 40, c'est l'État français. Et vous avez dès l'année 40 des gens qui se révoltent. Alors on se révolte en faisant un petit peu en mettant la croix de Lorraine sur les murs, en distribuant des tracts. Et cette forme de propagande, si vous voulez, se fait à partir d'individus ou de petits groupes. On commence à s'organiser. Et mon oncle, il a commencé comme ça. Ça a été un des premiers résistants. Ces gens-là ont été trahis par les Français. Donc, ils ont été arrêtés. Je prends l'exemple de Nice, puisque c'est à Nice que ça se passait. Ils ont été arrêtés et ils sont arrivés ici. Alors, je sais toute leur histoire parce que j'ai les témoignages de ma famille, mais j'ai les témoignages aussi de personnes qui étaient enfermées à cet endroit-là, et j'ai les témoignages de personnes qui ont vécu les traumatismes, les gens qui étaient enfermés. Donc, j'ai des archives sonores et des témoignages. Alors, on va se replonger dans ce passé. Je prends mes 51 personnes qui arrivent de Nice, et ils arrivent de Nice, ils sont dans un train, ils sont en 3e classe, ils sont entourés de gendarmes, et ils sont menottés 2 par 2. Ils arrivent à la gare Saint-Charles, c'est l'hiver. Ils vont descendre la Canebière, imaginez-les, ils vont descendre la Canebière. De part et d'autre, vous avez des Marseillais qui réagissent à leur façon. On est pour, on est contre, on ne dit rien du tout. Et ils descendent, et la première chose qu'ils voient, c'est ce que l'on m'a dit, c'est ce fort, cette citadelle, ce haut fort. Donc ils s'imaginent qu'ils vont aller là-haut. Mais ils ont en même temps, ils descendent la Canebière et se replongent dans les années 40, c'est-à-dire les chansons. Alors la Canebière, les chansons marseillaises, le Merci, tout ça, on était là. Et ils s'imaginent, ils descendent, ils vont arriver par cette porte. Alors, essayez de les voir. Ils sont là, 2 par 2, menottés. Ils arrivent ici.
c'est déjà occupé. Il y a le Néonastour qui est là, avec les 7 inculpés et Habib Bourguiba. Ils sont là. Et puis vous avez toujours, dans ce cas-là, des gens qui ont un petit pouvoir. C'est l'adjudant Césari qui commence par dire « coiffeur ». Donc on va commencer à couper les cheveux de tous ces gens-là. Et puis après, ils vont monter. Ils vont monter là. Et puis on va les disperser dans des cellules. Alors dans les cellules, il en reste quelques-unes en haut. J'espère qu'on va les garder. Des cellules où il y a encore des graffitis. On a la vie de ces gens-là. Et moi, je sais que j'ai un monsieur qui était le responsable des maquis de Corrèze qui m'a dit « J'étais enfermé avec Gagnère ». Gagnère est devenu maire de Saint-Zacharie. Il m'a dit « Nous avions… tous les Niçois étaient d'un côté et tous les Marseillais étaient de l'autre côté. Donc, pourquoi les Marseillais ? Tout simplement parce que le maréchal Pétain arrivait à Marseille. Il allait donc faire ses discours. Puis vous avez déjà des anti-Pétains et ceux-là, on les enfermait. Alors, on les enfermait, on les isolait, donc au Fort Saint-Nicolas et dans des bateaux à l'extérieur. Et il me disait, on était agrippés aux barrières, et on les voit encore, ces barrières, et ils commençaient à chanter. Alors, il y avait d'un côté les Marseillais et d'un côté les Niçois. Je ne vais pas vous le chanter, mais je vais juste vous dire les paroles, parce que ce sont des paroles qui ont été transformées. Alors, l'air, c'est sous les ponts de Paris. Alors, imaginez-les, dans ces cellules, les uns, ils sont là accrochés, et ils vont chanter. Et puis, alors, on commence. Alors, quand on vient à Paris, ces bons Tintin, Marius, vous font voir leurs merveilles, vous en restez motus. Ils vous font voir à tour de bras tous ces longs montants de ferraille. Ils vous expliquent à grand fracas que c'est mieux que la Grande Muraille. Ils parlent du pont transbordeur. Et les Niçois répondent, nous sommes venus à Marseille un soir qu'il faisait froid, et notre grande merveille fut le Fort Saint-Nicolas et la Dupette. Césari, dont je vous en avais parlé, celui qui disait coiffeur, quand nous le mettrons au pilori, nous terminerons mieux cette histoire. Voilà, puis il y a encore des chapitres comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de vivant. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est un lieu où des gens ont souffert. Et il y a 2 Marseillais qui m'ont particulièrement touché, c'est Jean-Robert et Faïta. Jean-Robert avait été arrêté à la gare Saint-Charles, on l'a amené ici, il a été au mitard, on connaît tout, Il a été au mitard, il est arrivé et il s'est évadé. Par contre, du Fort Saint-Nicolas, on a des gens qui se sont évadés. Il y a eu des évadations individuelles, donc c'est Jean-Robert et Faïta, et puis des évasions collectives où ils étaient une dizaine. Et il y a 3 jours, j'étais là, grâce à Pâquerette, où j'ai refait le parcours, on a refait le parcours des évasions collectives. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est en plein dedans, on voit ce qui se passe, on voit leurs pensées. D'autant plus que dans ces évasions collectives, il y a quand même un compagnon de la libération. Ces gens qui sont passés au Fort Saint-Nicolas, ce sont des gens qui ont eu un avenir dans la résistance. Il y en a un qui a été un des aides de Freinet, qui était du mouvement combat. Il ne faut pas oublier qu'ici, à la Citadelle, vous aviez au Fort Saint-Nicolas, vous aviez donc des détenus, mais vous aviez la partie militaire. Et parmi cette partie militaire, vous aviez le capitaine Freinet, qui a créé le mouvement combat. Alors c'est extraordinaire parce que d'un côté, il crée un mouvement de résistance, puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont enfermés. C'est peut-être un truc à étudier aussi. Je reviens sur mes 2 Marseillais parce que c'est pathétique. Donc ils vont donc s'échapper. Ils vont s'échapper. D'abord, il faut savoir s'échapper du fort. Donc ils vont sauter, etc. Il y en a un qui sera repris parce qu'il s'est cassé la jambe. Et Jean-Robert a fui. Il est allé faire sa résistance quelque temps dans l'Hérault, puis il a été refait prisonnier. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'il a été fait prisonnier par des policiers français. Il a été enfermé, interné dans la prison de Nîmes. Il est passé en jugement à Nîmes et il a été guillotiné à Nîmes. Tous les 2. Alors, je le fais avec émotion, si vous voulez, mais
je suis allé sur leur tombe à Saint-Jérôme. Ils sont enterrés à Saint-Jérôme. Et le monsieur dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est responsable, Marquis de Corrèze, m'a dit tous les ans, je vais sur leur tombe et j'imagine un corps coupé en deux. Ça va venir. C'est un passé qui est très dur. Voilà, donc ce sont des gens qui ont marqué. C'est un lieu de passage, mais après, ce sont des détenus politiques. Et on n'en parle pas assez. On parle de ces résistants qui ont été fusillés, etc. Ils ont eu une vie extraordinaire. Mais ces détenus politiques, moi j'ai vu tous leurs dossiers. J'ai 400 dossiers qui sont comme ça, et je vois leur vie. Alors vous avez le gamin de 18 ans, la personne adulte de 30 ans qui lutte contre l'État français, qui va donc être enfermé, il va être condamné en bas, après il va faire sa prison à Nîmes ou en Afrique du Nord pour certains. Certains vont se trouver à la centrale d'Aix, où il y a eu une révolte en 1944. Ils étaient 1200, 12 fusillés, et ils se sont retrouvés à Auschwitz-Birkenau. J'ai leur dossier. Donc ils ont commencé en distribuant un petit tract, et quand ils vont revenir, ils sont marqués dans leur chair. Et donc ce sont des gens que l'on a complètement oubliés et qui sont passés par ici. Voilà. Et puis j'en ai d'autres, d'histoires à vous raconter, mais alors là, je vais pleurer tout le temps. Enfin. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et ce rappel des vies qui ont été marquées par ce lieu. Je pense que toute proportion gardée, les gens qui viennent se former ici aujourd'hui vont garder un souvenir beaucoup plus joyeux, mais aussi marquant de leur passage au Fort Saint-Nicolas ou au Fort d'Entrecasteaux, parce qu'on ne sait plus trop comment on doit le nommer, la citadelle de Marseille. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser, des choses à ajouter? Allez-y, allez-y. Hein. Est-ce qu'on peut donner le micro, s'il vous plaît? Merci, bonjour. Je suis ici, je représente l'association du comité du Vieux-Marseille. Et nous suivons depuis de très nombreuses années le fort. Ce qui intéresse donc le comité, c'est ce rapport humain entre les Marseillais et le lieu. Et nous espérons vraiment que dans les projets qui sont présentés et qui vont se construire, qui sont en train de se construire, on garde cette place-là du rapport des Marseillais à ce lieu. Parce que ça fait partie aussi de l'histoire nationale finalement. Il est évident que ce fort qui est essentiellement du patrimoine bâti ne pourra trouver un réel renouveau que s'il accueille aussi un patrimoine immatériel et donc de fait la restitution de la vie des gens qui ont vécu ici. Monsieur Goury en a fait une présentation extrêmement sensible tout à l'heure qui nous permet de voir le bâtiment différemment, mais on va essayer de traduire cette émotion dans toutes les époques, parce que ce qui s'est tramé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale est très fort et mérite que ce soit porté à la connaissance de tout le monde et que ce soit mis en dialogue avec toute la ville. Et là, je vous rejoins parfaitement, madame, ce sera aussi l'occasion de retisser des liens avec toutes les facettes de la ville aujourd'hui et de comprendre comment est fait Marseille aujourd'hui en partant de ce qu'on nous attribue ici, ce qu'on nous a confié ici. Mais on peut aussi s'intéresser au parcours de migration et tout simplement au parcours de vie des salariés qui viennent ici, et que ce patrimoine, ce qu'il crée comme résonance auprès d'eux,
parce que ce type de résistance et ce type de mémoire sensible et de mémoire dissonante, en fait, on se rend compte qu'elle est valable et elle est visible à toutes les époques. Et donc c'est aussi notre lien de faire revivre les mémoires des gens qui ont traversé ce fort et de faire en sorte qu'on soit un lieu de dialogue. Et la question de la deuxième table ronde, Cyril Lisnard en a parlé tout à l'heure, c'est bien de commencer ensemble à chercher les manières de faire pour que le propos qu'on veut porter soit audible par tout le monde, partageable par tout le monde, et voilà, et que tout le monde puisse s'en emparer aussi.